Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du futur, peut-être même du futur lointain. Et ça va faire encore une vidéo où je vais me sentir très loin de ma zone de confort. Oui, parce que pour un intellectuel, et en particulier pour un scientifique, parler du futur, c'est dur. Comme le dit l'adage, il est difficile de faire des prédictions, surtout concernant le futur. À tel point qu'il est devenu usuel de voir des intellectuels affirmer que l'on ne sait absolument rien du futur, voire qu'il n'est pas scientifique de se risquer à faire de telles prédictions. Et ça a sans doute à voir avec la méthode scientifique telle qu'elle est souvent exprimée à base de réfutabilité et de reproductibilité. Ça notamment à cause d'un certain Fischer, ce génie que je prends plaisir à détester. Bon, c'est pas bien, mais je peux pas en empêcher. Quoi qu'il en soit, pour un bayésien, tout est affaire de prédiction. Il faut toujours parier sur ce que l'on ne sait pas, tout en intégrant dans le pari l'étendue de notre ignorance. En particulier, moi qui aspire à être un bayésien compétent, je me sens obligé d'envisager les futurs probables, tout en soulignant mes incertitudes sur ces futurs probables. Et ce qui est fascinant quand on commence à faire ça, quand on arrête de dire « je ne sais pas » pour commencer à dire « je me trompe peut-être, mais il me semble probable que », c'est qu'on en vient assez vite à la conclusion que le 21e siècle va être très particulier dans l'histoire de l'humanité, et qu'il est sans doute très présomptueux de penser que l'humanité survivra au 21e siècle avec probabilité 1. Pour commencer, bien sûr, il y a le risque d'extinction de l'humanité semblable à celle subie par les dinosaures, à coups d'astéroïdes et de supervolcans. Certains estiment que ces événements ont une probabilité de l'ordre de 1 sur 1 million de survenir au 21e siècle. Et leurs conséquences seraient désastreuses. Les débris et les gaz issus d'une collision ou d'une éruption risqueraient de recouvrir l'atmosphère terrestre, ce qui pourrait conduire à un emballement climatique global. En fait, ça pourrait même être pire, notamment si l'astéroïde est, disons, 10 fois plus gros que celui qui a causé l'extinction des dinosaures. On pourrait assister à une extinction quasi instantanée de l'espèce humaine. Dans le même genre, il pourrait même y avoir des risques de sursaut gamma, voire des trucs encore plus farfelus. Pour anticiper et éventuellement contrer ces catastrophes potentielles, il semble alors indispensable d'utiliser des systèmes de surveillance des astéroïdes et des volcans qui soient automatisés. Et l'IA a de bonnes chances d'être utile pour extraire les informations importantes des nombreuses données qui seraient ainsi collectées. Ceci dit, il semble que les probabilités de ces événements au cours du 21e siècle soient relativement négligeables, notamment en comparaison avec d'autres catastrophes dont on va parler. En fait, la principale menace extraterrestre, c'est le Soleil. En particulier, le Soleil, bien loin d'être une boule uniforme, est pleine d'activités électromagnétiques potentiellement instables. En fait, de temps en temps, il y a même de brusques tempêtes solaires, appelées éjections de masse coronale, qui peuvent conduire à des effondrements des réseaux électriques. Et ça peut être catastrophique. Oui, parce que de nos jours, la sécurité de nombreux aspects des transports, de la santé, de l'énergie ou de la finance est gérée par des algorithmes. Et si ces algorithmes sont interrompus, on peut assister à une catastrophe. D'ailleurs, même en temps normal, le Soleil nous expose constamment à toutes sortes de radiations et c'est une chance inouïe que l'on ait sur Terre un bouclier magnétique pour nous protéger de ces radiations. Ce bouclier est ce qu'on appelle aussi le champ magnétique terrestre ou magnétosphère. Et on ne comprend pas forcément tout son fonctionnement et s'il continuera gentiment à ainsi nous protéger. Bref, aujourd'hui, anticiper et comprendre ces éjections de masse coronale et les variations de la magnétosphère est un champ de recherche extrêmement difficile et vu les progrès en IA pour prédire le comportement de systèmes chaotiques notamment, l'IA aura sans doute son mot à dire pour nous protéger au mieux de ces radiations extraterrestres. Bon, ça c'est pour le côté extraterrestre, mais pas besoin d'aller dans l'espace pour rencontrer des risques de catastrophes planétaires. Sur Terre, les risques sont déjà bien nombreux. En particulier, de nombreux intellectuels pensent que le plus grand risque pour le 21e siècle est le risque de pandémie. Oui, parce que même le virus de la grippe qui mute chaque année pourrait un jour devenir ce qui tue soudainement une portion majeure de l'humanité, voire toute l'humanité. À titre d'exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on estime que la grippe espagnole a fait entre 50 et 100 millions de morts, soit 2 à 5 fois plus que la guerre qui venait d'avoir lieu. D'un point de vue comptable, la vraie tragédie du début du XXe siècle, ce n'est pas la guerre. Sauf que la grippe espagnole, c'était en 1918. Et en 1918, les populations ne se déplaçaient pas rapidement d'un coin du globe à l'autre, ce qui limitait la capacité de contagion du virus. De nos jours, une infection semblable se propagerait sans doute beaucoup plus vite à travers la population mondiale et causerait une pandémie globalisée. Et il n'est pas dit qu'on puisse la stopper efficacement. Ce risque de pandémie est même d'autant plus inquiétant que les moyens techniques pour créer des virus catastrophiques ont augmenté, notamment suite aux progrès en biotechnologie comme CRISPR-Cas9. Il y a donc à la fois un risque accidentel suite à de mauvaises manipulations en laboratoire et un sérieux risque de bioterrorisme. Pour éviter de telles catastrophes de pandémie, il est indispensable de faire avancer la recherche sur la compréhension des remèdes potentiels et la possibilité par exemple de créer rapidement et en grand nombre des vaccins ou autres. Mais il est aussi indispensable d'avoir des outils de surveillance en continu pour détecter rapidement les risques de pandémie. Pour toutes ces tâches, l'IA a le potentiel d'être d'une grande aide. En fait, de façon générale, il semble que le plus grand risque de catastrophe majeure au XXIe siècle soit anthropique, c'est-à-dire causé directement ou indirectement par l'homme.
Le cas le plus évident, c'est bien sûr celui d'une guerre mondiale qui pourrait être causée par le problème d'accès aux ressources naturelles et par les tensions que ceci génère si souvent. Et cette guerre pourrait alors devenir catastrophique si elle finit par faire intervenir des armes de destruction massive comme l'arme nucléaire. En fait, c'est pire que ça. L'histoire de l'arme nucléaire montre que l'on est passé plusieurs fois à deux doigts de son utilisation, parfois pour des raisons accidentelles. Par exemple, le 5 octobre 1960, des radars ont pris un lever de lune pour une attaque nucléaire soviétique, ce qui a amené les forces américaines à être en alerte maximale. Par chance, le dirigeant soviétique Khrouchtchev était alors en visite à New York, ce qui décrédibilisait la menace d'attaque soviétique. Mais le plus effrayant, c'est que ce genre de quasi-crise est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire. Unfortunately, an all-out nuclear assault isn't as unlikely as you might think, because the most likely way for a nuclear war to start isn't political, it's accidental. For example, the time faulty computer chips in US alarm systems erroneously signaled incoming Soviet missiles and the US started to prepare for full-blown retaliation, or that time when Russian satellites mistook an unusual glint of sunlight off of clouds for incoming American missiles, and an officer averted retaliation just by ignoring the alarm on gut instinct, or the time after the Cold War ended when Russian radar systems thought a Norwegian scientific rocket was an American nuclear missile and almost launched their missiles in retaliation. You know, these close calls keep happening, and sooner or later our luck is going to run out and an entire nuclear arsenal is going to be launched accidentally. Mais l'arme nucléaire n'est pas la seule arme capable d'exterminer rapidement une grande population. Comme on en a déjà parlé dans l'épisode 26 puis dans l'épisode 28, la combinaison de la robotique et de l'IA a le potentiel de donner lieu à des armes autonomes capables de cibler un individu et de le tuer de manière clinique. Pire, ce genre d'attaque peut être généralisé sans laisser la trace de la personne qui aura prémédité ces meurtres. Encore pire encore, ce genre d'attaque pourrait facilement se mettre à l'échelle car dans l'avenir il devrait être possible de concevoir des millions voire des milliards de telles armes à tuer. Et ce qui est encore plus effrayant avec de telles armes, c'est que, notamment si un design imprimable en 3D circule sur Internet, il pourrait être non seulement possible, mais aussi et surtout relativement facile pour n'importe qui d'avoir accès à de telles machines à tuer. C'est comme si, au lieu d'avoir une poignée d'humains capables d'appuyer sur un bouton rouge qui lance des attaques nucléaires, on avait alors des milliards d'humains avec chacun son propre bouton rouge dévastateur. La démocratisation de ces technologies aurait alors de bonnes chances de conduire à une catastrophe majeure. Pour éviter un tel risque de démocratisation des armes de destruction massive, il semble nécessaire de réguler globalement leur partage et de veiller à ce qu'aucune activité humaine ne puisse conduire à l'accès à de telles armes pour tous. Il s'agit là d'un problème redoutablement difficile et je ne sais vraiment pas ce que l'on peut faire pour diminuer significativement les risques qu'on en arrive là. En fait, et c'est assez étrange, je l'admets, il me semble que la meilleure façon d'empêcher la prolifération des armes autonomes faciles à produire, c'est de déployer des IA en charge de la surveillance contre de telles armes. De façon plus générale, quand on y réfléchit, on peut se dire qu'il est incroyablement dangereux que l'utilisation de telles armes soit décidée par une poignée d'individus humains. Oui, parce que les humains peuvent aisément se tromper, ils sont souvent inattentifs, ivres, fatigués, énervés et manipulés. On peut les faire chanter ou les menacer directement. Bref, les humains n'ont aucune garantie de fiabilité, qu'il s'agisse de guerre ou d'autres. Ainsi, pendant longtemps, gérer des données aussi importantes que les données bancaires était un travail humain, quoique ceci était souvent aidé par des feuilles de papier. Et ceci conduit à de nombreuses erreurs. La gestion des erreurs financières représente d'ailleurs toute une industrie de milliards de dollars et n'est pas infaillible non plus. Pour réduire les risques d'erreurs et de contention, les banques ont alors cherché à réduire l'impact des humains dans la gestion des données en se tournant de plus en plus vers des technologies de l'information beaucoup plus sûres, notamment vers la blockchain. En fait, en cryptographie, on sait bien que la faille des systèmes de sécurité est souvent l'humain. Augmenter la sécurité de nos systèmes semble donc requérir le remplacement des humains par des technologies beaucoup plus fiables et beaucoup plus difficiles à manipuler à de mauvaises fins. Ceci dit, concevoir ces technologies est un problème extrêmement difficile et là encore, il est possible que l'IA puisse aider comme elle aide déjà à mieux garantir la confidentialité de nos données. Là, je vais sortir un truc un peu méta, mais ce principe est même déjà appliqué pour vérifier la fiabilité des technologies en charge de la sécurité. Et pour cause, les failles des technologies de l'information ont conduit à de nombreuses catastrophes dans le passé. Tout ça parce qu'à l'instar des politiciens, les développeurs des programmes sont eux aussi des humains et risquent donc de faire des erreurs qui coûtent cher. Mais il n'y a pas que le risque d'erreur humaine ou algorithmique. Il y a aussi tout simplement le fait que nos modes de vie actuels ne sont pas viables. Au cours du XXIe siècle, on va assister à la raréfaction du pétrole, l'acidification des océans, l'eutrophisation des terres cultivables, la profusion des déchets plastiques, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la pollution urbaine et tant de catastrophes environnementales qui sont déjà en voie. Ces problèmes environnementaux risquent ensuite d'engendrer des problèmes économiques et sociaux comme le choc pétrolier, la famine, la malnutrition, les déplacements de population, les problèmes sanitaires, les inégalités, les émeutes et les guerres civiles.
Et puis enfin et surtout, il y a tous les problèmes que je ne connais pas et que personne ne voit encore venir. C'est la première fois de l'humanité que l'on vit au XXIe siècle. True story. Avec toutes les technologies, les structures socio-économiques et les équilibres ou déséquilibres écologiques que l'on connaît actuellement. On n'a pas encore de données sur l'état à venir de ce XXIe siècle et il est donc très important de prendre la mesure de notre ignorance, celle-ci étant énorme. Quoi qu'il en soit, il me semble très probable que le XXIe siècle sera celui des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité. On vit une période d'incertitude inédite, et il va nous falloir faire de notre mieux pour que ça aille dans le bon sens. Car vu les risques que l'on a déjà listés, la survie de l'humanité en 2100 ne semble absolument pas garantie. La dernière fois, on a parlé de l'IA et de l'environnement avec Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur, et on avait parlé notamment de l'importance d'utiliser des outils d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture pour savoir mieux comment gérer les terres des agriculteurs, qui est un problème en fait incroyablement compliqué et complexe, qui dépend d'énormément de paramètres et il y a pas mal aussi de variables sur lesquelles on peut jouer. Et John Catt fait remarquer que du coup c'est un problème très complexe que l'implémentation même de l'IA dans ce genre d'industrie, notamment parce que a priori les agriculteurs ne sont pas forcément eux des experts en IA et du coup il va falloir réussir à trouver des moyens de communication pour pouvoir mieux expliquer en quoi l'intelligence artificielle peut aider ces agriculteurs. Oui, parce que intégrer l'IA à leur façon de faire va complètement bouleverser leur façon de faire, qui sont déjà en train d'évoluer à un rythme assez effrayant. Et surtout qui n'est pas forcément toujours très plaisant. Voilà, les choses évoluent très vite au niveau de l'agriculture et c'est assez compliqué. Et en effet, ça c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ça va être extrêmement difficile de mettre en place des situations dont on a déjà prouvé qu'elles marchent. Mais j'ai envie de dire que même avant cela, c'est important déjà de développer les technologies dont on peut être raisonnablement confiant qu'elles vont vraiment améliorer grandement la situation des agriculteurs. C'est un problème de transition et la transition peut être extrêmement compliquée. En tout cas, elle va être un petit peu violente et un peu compliquée. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit peu urgence à changer nos façons de faire pour améliorer les rendements et diminuer l'impact environnemental. Et je pense que pour pouvoir motiver ce changement de façon de faire, c'est extrêmement important de garder en tête ce problème environnemental, de se dire que juste la manière dont on fait l'agriculture aujourd'hui est sous-optimale et qu'il faut absolument l'améliorer pour pouvoir réduire notre impact environnemental. Et si on se garde ça comme objectif en tête, c'est peut-être plus motivant pour essayer de changer nos comportements. D'ailleurs, cette remarque, elle s'applique aux agriculteurs, mais en fait, elle s'applique à tout le monde, à chacun d'entre nous. Il faut changer nos comportements et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut préparer une transition et il y a un peu urgence, donc du coup, on est forcément un peu brusqué. Et malheureusement, un des problèmes qui est associé à cela, c'est que on comprend pas forcément tout ce qui se passe autour de nous et du coup, on a tendance à considérer que ce qu'on nous dit de faire est un petit peu autoritaire. Et du coup, cette transition à faire est vraiment pas agréable à faire et c'est vraiment un des problèmes. Je pense que du coup c'est extrêmement important de se rendre compte des enjeux pour pouvoir accepter plus facilement ce genre de transition. Pour cela, il faut être plus sensibilisé aux problèmes de l'environnement et encore une fois je recommande des excellentes vidéos du Réveilleur et je pense qu'un des grands défis de la vulgarisation de ces différents enjeux, c'est essayer d'avoir un aspect assez attractif parce que les gens ne vont pas écouter quelque chose qu'ils trouvent extrêmement moralisateur, extrêmement chiant et culpabilisateur et tout ça. Du coup, il me semble que c'est très important d'avoir une relation avec les gens les plus concernés, finalement, c'est les gens qui ont pas mal d'impact environnementaux, c'est-à-dire en fait nous tous, et essayer de non pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais essayer de les amener à se rendre compte de l'importance de ces enjeux. Et pour cela, voilà, c'est ce que je fais en tout cas sur cette chaîne Sensora lorsque je parle de maths notamment, ce qui arrive depuis un petit bout de temps. Mais voilà, quand j'essaie de parler de maths, ce que j'essaie de montrer avant tout, c'est pas tant les maths, les résultats mathématiques en tant que tels, c'est d'abord essayer de susciter un intérêt, de montrer qu'il y a quelque chose de fascinant à penser les mathématiques. Et je pense que voilà, d'un point de vue environnemental, peut-être qu'il manque pas mal d'efforts encore pour montrer que voilà, l'environnement c'est quelque chose d'assez voilà, les beaux côtés de l'environnement. Il y a la vidéo de Dirty Biology sur le Mackay qui est assez intéressante de ce côté-là, de se dire qu'il y a vraiment un truc à protéger et qu'il y a d'une certaine manière vraiment urgence à essayer de protéger. Et grâce à de telles vidéos, peut-être qu'on peut amener les gens à s'intéresser aux problèmes environnementaux, ce qui va ensuite leur permettre de s'instruire par rapport aux problèmes environnementaux, et ce qui va ensuite permettre de les motiver à avoir un changement de comportement. Donc je pense que c'est un peu une stratégie un petit peu alambiquée, qui est assez compliqué à mettre en place et voilà, c'est pas évident, mais l'approche beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale est aussi très compliquée.
Je veux dire, aller dans la rue et secouer les gens et leur dire il faut faire gaffe à l'environnement, c'est pas vraiment ce qui va les faire changer d'avis. Faut avoir des méthodes un peu plus subtiles. Du coup, les approches un peu à la Dirty Biology me semblent très intéressantes de ce côté-là. Et puis, il y a une autre solution qui est tout simplement de travailler sur les incentives qui sont donnés directement aux différents consommateurs et producteurs. Et typiquement, ça peut passer par davantage de taxes sur les produits qui ont un énorme impact environnemental. Ça a vraiment l'avantage en plus d'être une solution assez simple, donc je trouve ça assez pas mal. Après, le problème, c'est que augmenter les taxes, c'est souvent un truc, intuitivement, les citoyens ne sont pas en faveur d'augmenter les taxes. Souvent, on a tendance à aimer se plaindre de devoir payer des taxes. Carambole ajoute que l'IA peut également contribuer à d'autres industries, notamment en recherche et développement, pour pouvoir produire notamment de nourriture alternative à l'agriculture classique, qui pourrait avoir un impact environnemental beaucoup moindre. Carambole parle notamment du vertical farming, qui est l'idée d'avoir de l'agriculture dans une usine. Et c'est une approche qui, globalement, je trouve assez séduisante. Donc, faut voir comment ça va évoluer, si on peut réduire les coûts notamment, parce que c'est pas forcément encore très rentable. Mais si on peut avoir ce genre d'usine à fabriquer de la nourriture avec un impact environnemental beaucoup moindre que celui de l'agriculture classique, avec si possible des rendements assez comparables qui sont fabriqués directement dans les villes, du coup il n'y a pas le problème, l'impact environnemental lié au transport, et qui est capable de nourrir les villes. Alors il faudrait aussi pouvoir du coup avec ce genre de vertical farming produire toutes sortes de nourriture donc que les gens consomment beaucoup. Pour l'instant j'ai surtout l'impression que c'est certaines légumineuses qui ne sont pas forcément les plus nutritives en plus. Bon bref, je pense qu'il y a énormément de recherches à faire là-dessus et je suis assez ignorant, donc ne me jugez pas pour avoir dit une bêtise à l'instant. Mais je pense qu'en tout cas l'idée globale est très intéressante. Le problème aujourd'hui c'est que c'est pas rentable et du coup il faut plus de recherche, plus de mise à l'échelle pour réduire les coûts. Mais souvent dans ce genre d'industrie, les coûts finissent assez rapidement par chuter dès qu'il y a en plus de la demande. Ça peut faire des économies d'échelle si ce genre d'usine se généralise et on peut trouver des astuces pour réduire les coûts financiers. Mais en termes d'impact environnementaux, il me semble que ce genre de solution est vraiment pas mal. Et l'autre solution technologique dont parle Carambole pour produire à manger avec un moindre impact environnemental, c'est la viande in vitro, c'est-à-dire la viande fabriquée directement à partir pas d'un animal mais des cellules souches notamment. Et ce genre de pratique me semble avoir vraiment énormément d'avantages, à la fois si vous êtes concerné par la cause animale et la souffrance animale, là il n'y a pas d'animal qui souffre, mais également d'un point de vue environnemental. Ce genre de procédé qui, faut encore essayer à le mettre à échelle. Aujourd'hui, il y a encore plein d'enjeux, notamment d'ingénierie, qui sont liés à tout ça. Il faut essayer d'optimiser pas mal de processus et sans doute que l'IA peut grandement aider, dans les deux cas d'ailleurs, également pour le vertical farming, à améliorer les processus, à améliorer la rentabilité de ces processus, et à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Et avec ce genre de technologie, on peut avoir vraiment un impact global drastique sur la manière dont la nourriture est produite et du coup sur l'impact environnemental de nos sociétés humaines. Notamment par rapport à ces viandes in vitro, je recommande très vivement un épisode de podcast de 80,000 Hours qui parle de ça, qui parle notamment de la recherche dans ce domaine, et notamment le mot machine learning apparaît au moins une fois de mémoire dans le podcast. Et ce sont des industries encore toutes jeunes qui cherchent encore à grossir et c'est assez compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi, si vous êtes intéressé en plus par la biologie ou le machine learning ou ce genre de notions et que vous voulez faire un job qui est vraiment assez clairement bénéfique pour l'humanité, je pense que typiquement travailler sur les technologies de viande in vitro est une très bonne façon de faire. Du coup, je vous encouragerais à d'abord vous informer, voir si ça vous intéresse vraiment, puis essayer d'explorer les opportunités qu'il pourrait y avoir pour essayer de développer des alternatives moins polluantes aux méthodes de production de nourriture classiques. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui clôt enfin cette sous-série sur les impacts sociétaux des intelligences artificielles. À partir de la prochaine vidéo, on va faire une autre mini-série de vidéos sur la morale des IA, notamment telle qu'elle est programmée aujourd'hui. Et on va essayer de se projeter aussi vers l'avenir et voir comment on peut programmer une morale des IA, quelle pourrait être la morale des IA du futur, et ainsi de suite. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Même s'il y a une probabilité de 1% que l'humanité disparaisse d'ici la fin du siècle, la magnitude des conséquences est si grande que l'importance
mais ce risque est clairement à prendre en considération. Comparé à, disons, le vol de votre voiture qui a une probabilité bien plus grande mais peu de conséquences, si ce n'est de vous énerver. This is not reflected in the current priorities of academic research, where we see that human extinction is a rather neglected area. There is more research on zinc oxalate than there is on human extinction, more on snowboarding than there is on zinc oxalate, and much more on the dung beetle than there is on all of the others combined. Maybe this could be defensible if the probability was so negligible that even though the values at stake would be enormous, if it just can't happen, then there would be no reason perhaps to worry about it. This doesn't seem to be so. It's difficult or impossible rigorously to assign a particular probability to the net level of existential risk, say in this century, but people who have looked at the question, who have written books or examined aspects of this, typically assign a substantial probability. We had a conference here a couple of years ago in Oxford where we brought together experts in different risk areas from around the world, and at the end of that we made an informal poll, and the median answer to how likely do you think it is that humanity will be extinct by the end of this century, among those group of experts, were 19%. So it's roughly in line with what other people have said who have written about this. Now, it might be more, it might be much less, but either way, it seems that we do not have any solid evidence that would enable us to assign, say, a less than a 1% chance of this happening in the next century.